Salut les amis, aujourd'hui on va parler d'un des arguments massus des électrosceptiques, à savoir que si on recharge tous en même temps, on va tout faire péter. On m'oppose souvent cet argument pour me dire que la voiture électrique, c'est pas possible, c'est pas un truc d'avenir. Parce qu'effectivement, tout le monde va recharger en même temps, ça va être le gros bordel, on va faire péter le réseau, on va faire péter les centrales. C'est possible, mais c'est pas sûr. Le réseau électrique, c'est pas aussi simple qu'on pourrait le penser. On peut imaginer, comme aux États-Unis, qu'il y aurait des coupures de courant et compagnie. En Europe, ça risque très peu d'arriver, contrairement aux États-Unis où le réseau est très mal entretenu, mais aussi où les moyens de production sont loin d'être aussi performants que les nôtres. Parce que pour une fois, en France, on a bien fait les choses. Avant de se lancer dans les petits calculs et de vous donner une réponse définitive à la question de tout à l'heure, est-ce qu'on va tout faire péter, on va parler un petit peu d'histoire. On en avait déjà parlé dans l'épisode sur les bornes de recharge. Je vous le mets en fiche d'ailleurs. Vous voyez, maintenant je sais de quel côté c'est. Je vais quand même vous rafraîchir un petit peu la mémoire. Alors que Edison prônait le courant continu, dont il était l'inventeur et surtout dont il avait les brevets, donc pour ramener un peu d'argent, et d'un autre côté, vous aviez Tesla et Westinghouse qui étaient plutôt pour l'alternatif. Il s'avère que l'alternatif, c'était plus simple, moins cher, plus efficace et plus sécurisé. Du coup, c'est l'alternatif qui a gagné la guerre des courants. Alors que les deux systèmes alternatifs et continus existaient aux États-Unis, en Europe et en particulier en France, on a tout de suite adopté le courant alternatif avec une tension de 110 volts. L'électricité arrive dans les villes françaises entre 1905 et 1910. Apparaît dans les premiers foyers urbains la lampe populaire. Il s'agit d'une simple lampe qu'on va installer dans la pièce à vivre de la maison ou de l'appartement. Comme il n'y a pas de compteur à l'époque, son usage est extrêmement réglementé. On a le droit de la laisser allumer de la tombée de la nuit jusqu'à 23 h et tôt le matin. Jusque dans les années 30, le réseau est géré par les communes. C'est à partir de ce moment-là qu'on va commencer à structurer le réseau au niveau national avec des concessions plus grandes. Il faudra attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour que le réseau soit nationalisé et qu'on crée en 1946 la Société Électricité de France. À cette époque, on est toujours en 110 volts, mais pour certaines utilisations spécifiques, on monte en 220 volts. Par exemple, pour les nouveaux lave-linges, pour les frigos, pour les choses qui consomment un petit peu plus. Pour unifier tout cela, la France décide de passer aux 220 volts en 1956. Le 110 volts disparaît très rapidement. Passent les années et les besoins financiers sont plus importants que les besoins stratégiques de la France. On va privatiser EDF. Petit à petit, à partir de 1992. On va tout de même garder un contrôle d'État parce que c'est quand même un secteur stratégique, l'énergie. En 1993, on relève de nouveau la tension à 230 volts pour être raccord avec le reste de l'Europe. Ça favorise les échanges. Finalement, l'histoire de l'électricité en France est plutôt simple. C'est sa technique qui est un peu plus compliquée. Mais vous verrez que si on en maîtrise les principes, ça va tout seul. Un réseau de distribution électrique, aussi appelé grille, est un ensemble de mailles qui va permettre de distribuer le courant. Il va comporter également toute une série d'appareils comme les transformateurs, des redresseurs, des choses comme ça. Cette électricité étant un courant alternatif, les électrons vont circuler tantôt dans un sens, tantôt dans l'autre. Dans la majorité des systèmes électriques, les électrons se déplacent 50 fois par seconde. Ce nombre de fois par seconde est appelé un hertz. C'est la fréquence. Et la fréquence dans le système français est de 50 hertz. Il est primordial que cette fréquence soit stable ou relativement stable, car c'est elle qui va déterminer le bon fonctionnement de nos appareils, ainsi que de ceux du réseau de distribution. Pour que cette fréquence soit stable, il faut injecter dans le réseau la même quantité d'énergie que celle qui est demandée à la sortie. Les réseaux étant très vastes,
il y a forcément une certaine inertie. Donc, lorsqu'il y a un manque de courant quelque part ou un trop-plein de courant quelque part, ça va se répandre doucement. Cela donne un peu de temps pour réagir, ce qui n'est pas un mal. Pour illustrer ça, je vous donne un petit exemple. Imaginez que vous avez une piscine avec une grosse pompe. Vous déclenchez la grosse pompe. Vous allez avoir une légère baisse de courant. Elle ne sera pas forcément énorme, mais vous allez la sentir. Cette baisse provient évidemment de la consommation au démarrage du moteur, mais également de la baisse de puissance disponible sur le réseau. Et le réseau compense très vite. Et si la demande diminue, qu'est-ce qui se passe? Il se passe exactement la même chose. Le réseau se trouve localement trop chargé. Donc il va aller se décharger dans le reste du réseau. Ce qui potentiellement, si le déséquilibre est trop fort, va faire sauter le réseau. C'est comme cela qu'on se retrouve avec des pertes d'une partie du réseau et qu'on grille des câbles, qu'on grille des installations. Si on n'adapte pas la production, on va avoir des pannes, on va avoir des choses qui vont griller. Donc l'énergie qui est produite doit être consommée immédiatement. Tout ceci va rendre l'exercice compliqué pour EDF, mais pas impossible, et vous allez voir pourquoi. Depuis la création des réseaux électriques, vous imaginez bien que la problématique existe. Donc on a trouvé un moyen qui permette de stocker l'énergie excédentaire. Comme le stockage n'est jamais gratuit, il y a toujours un rendement, on l'évite au maximum. Du coup, il devient intéressant de prévoir et de prédire la consommation. Des variations peuvent être quotidiennes, saisonnières ou même exceptionnelles. Prenons l'exemple d'un match de foot. Eh bien, au moment de la pause, on sait très bien que la majorité vont se lever, vont aller boire un café, etc. Donc on sait qu'on va avoir un pic de courant à ce moment-là. Et tout ça, il y a des gens qui sont payés chez EDF pour le faire. Le stockage, du coup, va prendre en compte ces prévisions et faire correspondre un moyen de stockage adapté à cette variation. À l'échelle d'un pays, la courbe de consommation sur une journée de 24 heures est à peu près connue. On sait que la nuit est le moment de faible demande. À ce moment précis, on ne laissera fonctionner que les centrales qui ont du mal à s'adapter à la production, comme les centrales nucléaires ou les barrages hydroélectriques. On va également laisser tourner les éoliennes parce que les conditions idéales sont réunies. Ce serait bête de se priver de cette énergie gratuite. Donc lorsque la demande est inférieure à l'offre, on va injecter ce courant dans des moyens de stockage. Et pour cela, on dispose d'un moyen qui est absolument génial, qui s'appelle une STEP. Une centrale STEP comprendra deux retenues d'eau, une en haut, une en bas. Lorsqu'on a trop de courant, on utilise ce courant pour faire fonctionner une pompe qui va pomper de l'eau du réservoir du bas vers celui du haut. On va augmenter l'énergie potentielle, on va stocker grâce à la gravité. Lorsque l'on a besoin de récupérer ce courant, on relâche cette eau dans la turbine qui va se reconvertir en électricité. C'est un très bon système de longue durée, de très grande capacité. En revanche, il n'est pas très réactif. Pour les cas un peu plus particuliers, on va utiliser des volants d'inertie. C'est un volant qui tourne et qui, en fait, grâce à sa rotation, emmagasine de l'énergie cinétique. Les batteries sont entre ces deux systèmes. C'est un système de stockage à moyen terme avec des moyennes puissances. L'inconvénient des batteries, lorsqu'on parle de lithium-ion par exemple, eh bien, c'est également leur durée de vie, parce qu'on n'a qu'un certain nombre de cycles à notre disposition pour stocker, déstocker de l'énergie. Certains ont également pensé utiliser l'air comprimé pour stocker de l'énergie, même dans les voitures. Mais ça ne marche pas vraiment bien parce que le rendement est catastrophique. On perd jusqu'à 65% de l'énergie lorsqu'on utilise ce type de système. Donc, dans ce cas typique, c'est juste pas utile et dans le cadre de l'automobile, c'est encore pire. Loin des powerpacks Tesla, aujourd'hui, on va pouvoir stocker l'énergie dans des batteries lorsqu'on en a besoin, mais plus sur du décentralisé, dans les entreprises, dans les transformateurs ou chez les particuliers tout simplement. Cela permettra également de profiter au maximum des énergies intermittentes comme le solaire ou l'éolien. Jusqu'à présent, la gestion de la production d'énergie en France a été plutôt bien faite. En effet, lors des pics de froid, on va pouvoir mettre en œuvre beaucoup de systèmes pour injecter du courant. On ne va importer que très peu de courant. Passons maintenant au sujet qui nous intéresse, à savoir la recharge. Il est clair qu'aujourd'hui, la majorité des voitures électriques se rechargent la nuit. Pourquoi? Parce que c'est la nuit typiquement qu'on ne s'en sert pas. Mais ce n'est pas toujours le cas. La moyenne française de kilométrage par voiture est de 31 km par jour et par voiture. En utilisant 17 kWh
au 100 km, qui est la moyenne de consommation des voitures électriques, et que chaque voiture parcourra 31 km, on aura besoin de 5,27 kWh à injecter dans la batterie. Si on calcule les pertes de charge de transport et de distribution, on aura besoin de 6,27 kWh pour alimenter cette voiture. Si tout le parc français, à savoir 40 millions de voitures, était électrique, nous aurions besoin de 247,6 GWh. Sachant que typiquement, même si tout le monde recharge en même temps, on va avoir à peu près la moitié des gens qui rechargeront 2 heures le soir et l'autre 2 heures le matin. Si on les met sur des prises de courant classiques, c'est ce qu'il faut compter. Si on divise la quantité d'énergie nécessaire par 4 heures, on obtient une puissance nécessaire au réseau de 62 gigawatts de puissance électrique. Comme tout le monde peut contrôler les consommations et les productions d'EDF, via RTE, je suis allé sur le site et j'ai récupéré pour 2018 quels étaient les chiffres. Dans le pire des cas, en hiver, comme c'est le cas aujourd'hui, on va consommer un peu plus de 75 gigawatts. La nuit, on sera un peu en dessous des 60. Si j'ajoute pour la nuit 60 gigawatts plus les 62, on aura bien 112. Donc, pendant 2 heures le soir, 2 heures tôt le matin, on va avoir besoin de 112 gigawatts. Or, notre système électrique est conçu pour délivrer jusqu'à 130 gigawatts. Donc même aujourd'hui, on est limite, mais ça fonctionne. Donc on le voit, hein, la voiture électrique n'est pas prête de faire sauter le réseau français. La situation que je vous ai décrite est très hypothétique, parce que ça veut dire que tout le monde recharge à la maison. Donc tout le monde a un point de recharge à la maison, ce qui n'est pas souvent le cas. En revanche, on va pouvoir recharger parfois au travail, ou pendant ses courses, ou sur des bornes rapides, pendant un trajet. Donc ce qui fait que la charge est répartie. Donc on a encore une bonne marge de manœuvre avant que ce soit problématique. Donc allez-y, franchement, acheter des voitures électriques, c'est pas ça qui va faire péter le réseau. Dans un proche avenir, les voitures électriques seront également un très bon allié pour le réseau électrique parce que le fait d'avoir une voiture électrique branchée et d'avoir une possibilité de réinjecter du courant dans le réseau va permettre de sauvegarder le réseau. Actuellement, des tests sont en cours avec des Leaf au Canada où 10% de la batterie est réservée à Hydro-Québec qui peut injecter ou récupérer de l'énergie et le client est payé pour ça. Si on fait ça avec toutes les voitures électriques, on a une batterie virtuelle géante qui nous protège contre toutes les surconsommations. En conclusion, comme toutes les innovations, la voiture électrique va imposer de nouveaux défis. Et c'est le cas de défis pour le réseau électrique où on va devoir inventer de nouvelles solutions. Mais comme dirait Churchill, le pessimiste verra dans toute opportunité un problème et l'optimiste une opportunité dans chaque problème. Les fournisseurs d'énergie, qu'ils soient pétroliers ou électriques, s'adaptent déjà aujourd'hui. Ils investissent massivement parce qu'ils savent très bien que la voiture électrique va arriver et ils veulent leur part de gâteau. Voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura éclairé sur les mécanismes de fonctionnement du système électrique et surtout vous aura rassuré sur l'usage de votre voiture électrique. N'hésitez pas à partager ces vidéos et à vous abonner. Pensez à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est très important pour la pérennité de la chaîne. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route. Soyez prudents. Ciao!